Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On apprenait aujourd'hui que le prix des loyers a bondi de 50 %, jusqu'à 50 %. Il y en a qui ont bondi plus, il y en a qui ont bondi moins dans les 5 dernières années dans les grandes villes du Québec. C'est selon les données compilées par le RCCLAC. En tout cas, je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est le regroupement des comités de logement et associations des locataires du Québec. On en discute avec Adam Mongrain, directeur habitation chez Vivre en Ville. Bon, la présentation n'était pas optimale. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Donc, c'est le RCLAC, c'est-tu comme ça qu'on dit ça? RCLAC, exact. Le RCLAC. Bon, je me suis compliqué la vie pour rien. Et on a aussi Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois, qui propose des solutions aujourd'hui, qui se joint à la conversation. Bonjour, M. Arsenault. Oui, bonjour. Donc, commençons par on n'est pas vraiment surpris par la hausse de au moins 50 % dans certains cas, dans certaines villes du Québec. Non, du tout. Ça fait un moment qu'on le sait, en fait. La mesure qui est intéressante, c'est est-ce que le prix des loyers va plus vite que l'inflation? Parce que si ça se suivait, ça voudrait dire que, bon an, mal an, on ne perd pas du terrain par rapport à nos options quand on veut changer de place, quand on s'achète une maison, quand on veut changer d'appartement. Ça fait longtemps, même si les chiffres sont plus dramatiques maintenant qu'ils l'étaient précédemment, ça fait longtemps que l'habitation devance l'inflation. Donc, on atteint des sommets en ce moment. On peut dire que le marché est en ébullition, mais ça fait quand même une longue période, 10-15 ans, que année après année, au niveau des loyers, au niveau du prix des maisons, on bat l'inflation. Mm-hmm. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est l'aboutissement d'une espèce de dynamique qui fait des ravages. En ce moment, au Québec, on le voit partout. Là. Oui. Les preuves sont sur table. Puis, au fur et à mesure qu'on se donne la peine de regarder, qu'on a des nouvelles études, qu'on a des nouveaux indices, on va juste prendre de plus en plus la mesure d'à quel point on l'a échappé. Oui, parce qu'on est en train de l'échapper. Je veux dire... on l'a déjà échappé. On l'a déjà échappé. En ce moment, je pense que c'est un dégât, puis on n'a pas encore pris la mesure, malgré les nouvelles études qui sortent. Puis on sait, l'année passée aussi, il y avait une étude du RACLAC. L'année d'avant aussi, il y avait une étude du RACLAC. Je ne parierai pas, mais je sais qu'il va en avoir une autre l'année prochaine. Puis ça va donner les mêmes données, on s'entend? Ça va être pire. Je veux dire, ça va être pire parce qu'au fur et à mesure qu'on constate, dans le fond, le passif qu'on a accumulé en société, la seule chose qu'on trouve en ce moment le moyen de faire, c'est de regarder à quel point ça va mal et de dire, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Mais là-dessus, c'est une catastrophe annoncée. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, c'était un peu écrit dans le ciel qu'on allait se retrouver avec le genre de situation qu'on a en ce moment si on ne faisait pas les choses différemment. Un prix des loyers qui explose, des gens qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas les moyens de payer, et des jeunes parce que là, on parle évidemment des locataires, mais un jour, ça va être des jeunes aussi qui vont vouloir s'acheter des maisons et les problèmes vont être très, très grands. Monsieur Arsenault, du côté gouvernemental, votre gouvernement, vous proposez quelques points qu'on pourrait peut-être mettre en essai, mettre en application, qui pourraient améliorer les choses, en tout cas selon vous. Vous avez dit votre gouvernement. On n'en est pas là encore. On espère pouvoir... Votre parti. Excuse-moi, votre parti. Mais d'ici là, en fait, vous savez qu'on a adopté 2 projets de loi au cours de la dernière session. Et malgré tout, on n'est pas allé au bout de l'exercice. Et c'est ça qui est dommage. D'abord, le projet de loi 31 n'était pas assez ambitieux et en plus retirait certains droits aux locataires, notamment le droit à la cession de bail. Et dans le 2e projet de loi, on a corrigé où on a ajouté certaines mesures qui étaient proposées dans le cadre du projet de loi 31, la protection des aînés et le moratoire sur les évictions. Mais encore là, on a refusé, par exemple, de regarder l'implantation d'un registre des loyers qui pourrait véritablement permettre de contrôler, un tant soit peu, la hausse des loyers, puis au moins voir l'évolution des choses. Puis d'ailleurs, Adam a déjà concocté avec son organisation Vivre en Ville un registre qui est tout prêt, là, prêt à l'emploi pour le gouvernement qui s'y refuse. Donc, c'est ça qu'on dénonce, c'est le fait que le gouvernement, il va avec des demi-mesures alors que la crise, elle est vraiment réelle et tragique pour des milliers de familles au Québec. Et Adam, pourquoi ce registre-là est refusé, qui n'est pas mis en application? Si vous l'avez déjà, vous l'avez fait, donc il est disponible, ça coûterait pas grand-chose de plus au gouvernement? C'est une très bonne question. Écoutez, je pense qu'il y a un petit peu de délai, il y a un petit peu d'inertie derrière tout ça. Le gouvernement du Québec avait prêté l'oreille autour de 2021 quand on y avait suggéré que les lois qu'on a au Québec en ce moment, ils ne fonctionnent pas. Les locataires ne sont pas vraiment protégés. On a fait une étude avec Léger qui a montré, par exemple, que la clause G, qui est supposée
garantir à peu près le même prix entre les locataires. Puis l'étude du RECLAC d'aujourd'hui vient montrer que c'est vraiment là que le bas blesse. Mais il y a 80% des locataires au Québec qui ne connaissent pas le montant qui était payé par l'ancien locataire. Donc, on a des lois qui sont bonnes sur papier, sont bien faites, mais ils ne sont pas appliquées. Donc, le gouvernement du Québec, en 2021, a dit, c'est intéressant, un registre des loyers, puis après ça, il a demandé à ses fournisseurs de services habituels combien ça coûterait en faire un, puis évidemment, la facture était faramineuse. Puis, c'est pas juste une question d'incompétence. Les gouvernements, pour un paquet de raisons, sont pas bons pour commander des sites web, puis les livrer. On a plein d'exemples qui sautent aux yeux. C'est pas dur de trouver des cas d'école. Donc, nous, on a pris ça sur nous. On a demandé, dans le cadre d'un concours, en fait, on a déposé l'idée de faire un registre des loyers qui était conforme aux exigences gouvernementales en matière de cybersécurité, protection de la vie privée, etc. Essentiellement le même site web que le gouvernement se serait construit lui-même, mais on ne le fera pas avec les politiques du gouvernement en matière de choix de fournisseurs. On a réussi le pari. Il est fait, il est payé jusqu'en 2028, puis on le donne. En ce moment, il coûte 0 à faire. Okay. Je pense que la bonne nouvelle n'a pas encore été entendue partout et de la bonne façon. Là, l'argument qui est remonté des fois, c'est que ça serait un fardeau administratif, ça serait trop dur à entretenir. On le sait que c'est pas vrai parce que là, on l'entretient depuis 1 an. C'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est un gros fichier Excel. Donc, on fait des choses plus compliquées tous les jours au Québec qu'un gros fichier Excel. Mais c'est certain que ça va changer les choses. Ça serait probablement une pilule qui serait avalée de travers, d'avoir dit c'est une mauvaise idée, ensuite de dire ça coûte trop cher, ensuite d'avoir dit ça serait trop compliqué à administrer. Et ensuite de le prendre. Donc, pour nous, on se met vraiment dans une posture où est-ce que on veut le donner. On ne veut pas faire d'argent avec le registre des loyers. On l'a fait parce qu'on pensait qu'il devrait en avoir un. Puis c'est même pas besoin d'être le nôtre qu'on utilise. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut en faire un deuxième, le registre des loyers 2, puis c'est le registre des loyers 2 que le gouvernement se retrouve à prendre, on va être content. Mais c'est un besoin qui est avéré. Là. Des études comme celles qui sont parues aujourd'hui, qui vont continuer à apparaître dans 6 mois, là, on va avoir autour du 31 décembre, il y a beaucoup de reprises de logements. Ouais. On va continuer à voir à quel point est-ce qu'on l'échappe, puis on l'échappe, puis on l'échappe tous les jours. On va prendre la posture que ça prend pour essayer de faire avancer un peu l'idée qu'on devrait se saisir de ce beau cadeau-là. Il n'y a pas de raison pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver. Ça ne coûte rien. Je reviens à M. Arsenault. Le PQ, dans un des points, là, moi je l'ai sur le point numéro 7, je ne sais pas si c'était vraiment le 7e des points sur les 8, mais les hôtels clandestins, tout ce qui est location à court terme, on va le nommer là, les Airbnb, donc bien des gens qui ont 2, 3, 4 maisons qui les louent, mais qui ne sont pas toujours louées à l'année, donc il y a des journées de libre, mais pendant que ta maison, ton chalet est libre ou ton logement à Montréal est libre, ben il y a des gens qui sont à la rue. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on pourrait serrer la vis. Oui, puis dans le cadre du projet de loi 31, on a étudié la possibilité d'apporter un amendement qui aurait empêché les locataires, de transformer un logement en Airbnb ou en résidence de tourisme, là où le taux d'inoccupation est en bas de 3%. Et la ministre n'a pas voulu regarder ça en disant « c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des municipalités d'agir, ils ont déjà les outils pour le faire », alors qu'on sait que la crise sévit partout au Québec et que la responsabilité de faire respecter ce qu'on pourrait appeler le droit au logement, c'est une responsabilité de l'État. Mais là, ça nous ramène à la question du droit au logement que le gouvernement reconnaît ou reconnaît pas vraiment, ou s'il le reconnaît, c'est du bout des lèvres. Donc, si on veut aller jusqu'au bout de l'exercice là, de protection des locataires, je pense qu'on peut aussi s'assurer qu'un maximum de logements soit à la disposition des familles qui en ont besoin bien avant la location touristique. Mais ça, encore une fois, il n'y avait pas d'ouverture sur le plan gouvernemental pour ça. Et ce qui a été mis en place comme mesure, ils ne sont pas appliqués. Il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas d'inspecteur. Les autorités n'agissent pas pour justement sévir en fonction des lois qui ont été légèrement resserrées, mais qui ne sont pas appliquées. Alors, on n'a pas amélioré le portrait avec ça. Et je voudrais juste revenir sur la question des évictions.
le moratoire sur les évictions sur 3 ans, on a pu faire adopter un amendement que j'ai proposé pour s'assurer qu'au bout de 2 ans et demi, là, qu'on puisse étudier la mesure. Puis si la crise du logement est pas réglée, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pense que ça va être réglé en 2 ans et demi, mais qu'on puisse prolonger cette mesure-là. Ça, c'est pour le moratoire sur les agrandissements, les subdivisions ou encore les réaffectations, si on veut. Mais ce qu'on a refusé de regarder, c'est les évictions, disons, illégales, parce qu'on intimide, parce qu'on harcèle, parce qu'on force un peu les locataires qui sont pas au courant de leurs droits nécessairement, de résilier leur bail. Et ça, il faut vraiment serrer la vis là-dessus, parce que c'est un phénomène de plus en plus courant, où les gens se retrouvent à la rue avec 2000 $ en disant « Ouais, ben j'ai pas vraiment eu le choix de signer parce qu'on a insisté » et tout ça. Ça, faut, de notre point de vue, mettre en place une réglementation qui s'apparente à celle du renouvellement de bail, mais pour la résiliation de bail, que tout ça soit, comment dire, encadré de façon à ce qu'on puisse mesurer l'ampleur du phénomène et qu'on puisse surtout le baliser avec, en première priorité, le maintien et la promotion de la défense des droits des locataires. Est-ce que je comprends aussi que, parce que là, on parle des évictions qui sont forcées, parce que c'est payant présentement pour un propriétaire de pouvoir changer de locataire, parce que c'est là où tu peux booster ton loyer. Donc, dans le fond, là, il y a plusieurs propriétaires qui se servent de cette crise-là, qui sont de mauvaise foi, puis qui attendent juste que les locataires quittent ou les forcent à quitter pour pouvoir faire la pièce. Là. C'est ça qu'on peut se dire. Là. Ben, écoute, il y a beaucoup de propriétaires au Québec quand même. Par exemple, si on regarde la quantité de gens qui exploitent des bâtiments à revenus en Ontario ou en Colombie-Britannique par rapport au Québec, on en a plus parce qu'on a un stock qui est un peu plus petit. Souvent, c'est des duplex, des triplex. C'est pas tout du mauvais monde, mais c'est tout des gens comme moi, puis comme je suppose toi, aiment l'argent. Tout le monde. Tout le monde aime l'argent. En ce moment, on a comme une brèche dans notre système où si on ne respecte pas la loi, mais on n'en parle pas à personne, on ne se fait jamais pogner, et peut-être qu'on fait 15 000, 20 000 piastres de plus par année. Dans cette situation-là, moi, je trouve ça dur. Je pense pas j'en veux à personne individuellement. Il y en a, là, comme on va le nommer. Il y a des gens qui sont des requins, puis c'est un problème. Ces gens-là devraient subir les conséquences de leurs actes, mais en général, la raison pourquoi est-ce qu'il y a eu une hausse généralisée de 50 % en 4 ans, c'est pas que toutes les personnes qui ont des duplex et des triplex, c'est des gens qui cherchent à tout prix à maximiser leurs revenus. C'est qu'on a un espèce de décalage entre qu'est-ce qui serait bon pour la société puis qu'est-ce qui est bon quand moi je suis en train de remplir un formulaire que je veux juste montrer à une autre personne. La manière de régler ça, c'est pas de taper sur les doigts de 100 000 personnes en même temps puis de donner des amendes à 100 000 personnes en même temps. C'est juste de changer les règles, changer la manière dont ces choses-là sont faites. Une des choses qui pourrait être intéressante, par exemple, ça serait que les baux se soient négociés en ligne, qu'il y ait un portail où est-ce que les baux, plutôt que ce soit quelque chose qu'on achète dans un dépanneur, puis qui se négocie de gré à gré. C'est pas pour rien, je voyais un reportage qui disait qu'il y a des comités logements qui conseillent aux locataires qui partent de chez eux, puis il n'y en a pas beaucoup qui partent de chez eux en ce moment, de cacher un bail dans un tiroir ou de cacher un bail dans un garde-robe pour que le locataire d'après soit capable de voir c'était quoi le détail de l'entente. Ça c'est un signal que plus personne ne se fait confiance, puis c'est pas bon pour le marché, puis c'est pas bon pour la société. Dans le sens où, à terme, si on se méfie des intentions de tout le monde, on n'est pas capable de faire des choses compliquées ensemble parce qu'on a tous besoin de travailler ensemble pour faire des choses compliquées. Il y avait une lettre du groupe des 21 qui a paru aujourd'hui. Plusieurs acteurs du milieu immobilier, du milieu communautaire qui disent en habitation, on ne réussira pas à faire du progrès si on ne se met pas à travailler ensemble. Mais on ne peut pas travailler ensemble si on a un système qui récompense la délinquance. Je veux dire, dans une situation où est-ce que moi, j'ai l'opportunité de faire des milliers de dollars, je trouve ça dur. Puis je sais que étant qui je suis, évidemment, sur la question de l'habitation, je me tiens particulièrement droit. Mais je pense qu'en général, s'il y a des chances de faire des affaires un peu croches, de ne subir aucune conséquence et de s'enrichir, bien évidemment, on va voir beaucoup de gens qui font ça, puis c'est pas à cause que c'est des méchantes personnes. C'est qu'il y a une faille, puis les personnes en profitent. Je sens qu'on va avoir ce débat-là plusieurs fois pendant l'été. Je vois réagir, M. Arsenault, je vous redonne la parole. Adam Mongrain, j'espère que vous allez être entendu, parce qu'honnêtement, très posé, très réfléchi dans tout ça. Directeur donc de Habitation Vivre en Ville. Donc j'espère qu'on va se servir de votre registre et qu'on va vous entendre. M. Arsenault, vous vouliez avoir le mot de la fin?
En fait, juste un petit commentaire. Je reviens sur la clause G parce que le gouvernement veut faire confiance aux gens, aux partenaires là, dans un contrat où le locataire doit inscrire le montant du bail précédent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 80% des locataires qui ne le font pas. Et les locataires ou ceux qui veulent signer le bail, mais ils sont pas en position de force, ils sont pas en position de négocier. Et s'ils exigent de la part du locataire d'avoir ces chiffres-là qu'il veut pas donner, mais évidemment, le locataire peut dire, écoutez, il y a une file d'attente, là. Si t'acceptes pas de signer, ben, je vais passer au suivant. Donc, le rapport de force, il n'est pas actuellement équilibré. C'est la raison pour laquelle on dit au gouvernement qu'il faut mettre en place des mesures de protection des locataires parce qu'actuellement, là, évidemment, le poids est beaucoup plus lourd du côté des propriétaires et des locataires qui ne sont pas évidemment tous mal intentionnés, mais qui doivent respecter des règles qui doivent être un petit peu plus serrées pour s'assurer qu'on rétablisse un certain équilibre. Oui, puis il faut rapidement se pencher sur le dossier parce qu'avant d'avoir des mises en chantier et avant d'avoir des nouveaux logements, ça va prendre du temps. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois, merci de votre disponibilité aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.